Bienvenue à tous dans cette deuxième partie de l'épisode numéro 12 de Cornelius Enzira, consacré à Conquest of the Planet of the Apes, donc la conquête de la planète des singes en VF. Donc après avoir évoqué toute la pré-prod, l'évolution du scénario, après avoir parlé du casting et également de l'équipe de production de ce film, eh bien là on va évoquer dans cette deuxième partie les scènes marquantes. On sait pas encore au moment où on enregistre si on fera une troisième partie, mais voilà, donc soit c'est la deuxième et dernière partie, soit vous êtes au milieu de l'épisode. Bon, c'est pas grave, on balance le générique et on attaque. Lousy human bastards! You, above everyone else, should understand. We cannot be free until we have power. Ape management is in the hands of the apes. Many officials are either dead or held hostage. And the main band of rioting apes are at this very moment marching on the city. It's been established that the ape mob is under the command of a supernormally intelligent chimpanzee who has acquired the power of speech. If we lose this battle, that's the end of the world as we know it. We will have proved ourselves inferior, weak. Then all those groveling cowards who are alive when the battle is over will be the weakest of all. This will be the end of human civilization, and the world will belong to a planet of apes. The king is dead. Long live the king! Where there is fire, there is smoke. And in that smoke, from this day forward, my people will crouch and conspire, and plot, and plan for the inevitable day of man's downfall, the day when he finally and self-destructively turns his weapons against his own kind, the day of the writing in the sky, when your cities lie buried under radioactive rubble, when the sea is a dead sea, and the land is a wasteland, out of which I will lead my people from their captivity, and we shall build our own cities in which there will be no place for humans except to serve our ends. And we shall found our own armies, our own religion, our own dynasty, and that day is upon you now! Alors par contre, ce que j'avais pas dit dans la première partie, c'est que maintenant vous pouvez retrouver également les épisodes de Cornelius Enzira sur YouTube. Alors bon, je les mets un petit peu après, c'est pas ma grande priorité, mais donc cet épisode sera également disponible sur YouTube. Il sera peut-être un peu plus segmenté, je sais pas. On verra sur aussi que voilà. Hein, donc Cornelius Enzira, on le rappelle que vous pouvez retrouver sur Apple Podcast, sur PodCloud et sur tous les agrégateurs de podcasts, enfin la plupart, je pense. Et s'il y en a un que vous utilisez et que Cornelius Enzira est pas dessus, n'hésitez pas à me prévenir, hein, peut-être que je peux faire quelque chose pour ça. Et donc voilà, n'hésitez pas à réagir sur Twitter, donc à @Enzira, ANDZIRA, ou même sur Facebook, hein, si vous cherchez Cornelius Enzira podcast sur Facebook, vous trouverez. Voilà, donc on a dit qu'on parlerait des scènes marquantes de Conquest of the Planet of the Apes, bien donc allons-y tout de suite. Peut-être on va commencer par évoquer une scène qui n'apparaît pas dans le film. Déjà, il n'y a pas de séquence pré-générique. C'est la première fois, ouais. Voilà, donc on rappelle, hein, Planète débuté par le fameux monologue de Charlton Heston dans Liberty One, dans le vaisseau spatial, son monologue très misanthrope. Il y avait le Beneath the Planet of the Apes qui démarrait par des images, par la fin de Planet of the Apes. Escape ouais. débuté par l'amérissage du vaisseau qui contenait le docteur Milo, le docteur Zira et le docteur Zaius, le docteur Cornelius. Voilà. Hein. Je suis le docteur Zaius et je suis en compagnie de Master Fred. Et donc là, pour la première fois, effectivement, il n'y a pas de séquence pré-générique, bien qu'elle était prévue. Il y avait quelque chose de prévu.
Exactement. La rumeur fait état d'une scène d'intro pendant laquelle un singe qui s'enfuit est abattu. Et donc cette scène, elle est présente dans la novélisation du film, mais aussi dans la version comics qui était sortie chez Marvel. Et on la retrouve également, en fait, si on lit le script originel, elle est dedans. Et donc selon certaines sources, cette scène aurait été bel et bien tournée, mais on ne la retrouve pas dans la version unrated sortie en Blu-ray ou dans aucune scène coupée. Visiblement, si elle a été tournée, les bobines ont été, enfin le bout de la bobine a été foutu à la poubelle. Il s'est fait état de cette scène dans Ciné Fantastique de 1972, Summer 72. Voilà. Ah ok. Voilà. Merci pour cette précision. je t'en prie, c'est vraiment du bonheur. Et donc chose qu'on peut aussi préciser sur justement la scène d'ouverture qu'il n'y a pas certes, mais bon après donc on passe sur le générique effectivement. Et sur le générique, c'est assez particulier. Je sais pas si t'as fait attention, mais il y a des aberrations chromatiques sur les bords de l'écran. Ouais, je sais pas si t'as fait gaffe à ça. Et donc en fait, je pense que c'est dû à deux choses. Il y a la première chose certainement, c'est l'utilisation d'un objectif qui fait un petit peu fisheye. Donc certainement un objectif très grand angle qui fait que il y a des aberrations chromatiques comme on peut avoir sur l'utilisation d'un fisheye par exemple. Je vais pas vous expliquer ce que c'est. Je crois que tout le monde maintenant voit bien ce que c'est avec l'utilisation des smartphones. Et on a donc des dédoublements de couleurs, un petit effet arc-en-ciel sur le bord. Les lignes des vêtements notamment sont pas très très nettes. La deuxième raison à ça peut être aussi l'utilisation des caméras à reflex, qui est la première utilisation dans la saga Planet of the Apes, contrairement aux autres films qui ont tous été tournés en Panavision. Donc après je sais pas exactement pourquoi ça a été tourné avec ce genre de caméra. Je suppose que c'est peut-être pour des coûts de production, je pense, peut-être, parce que faut savoir que par exemple Panavision, les studios payaient des patentes à Panavision pour pouvoir utiliser leur système. Donc je suppose que la Reflex avait dû peut-être faire quelque chose d'un peu plus c'est moi qui suppose, j'ai pas de source là-dessus. En tout cas, voilà, c'était important de le préciser. Non, puis même, je pense qu'il y a aussi, j'ai l'impression qu'il y a comme un petit problème, pas de perspective, mais ouais, effectivement les lignes, comme tu dis, comme un fisheye. D'ailleurs, il y a un passage du générique, pas du générique, mais ouais, donc on va peut-être rappeler, donc le générique de début en fait, donc commence par cette annotation North America 1991, donc 1980, Amérique du Nord 1991, et donc c'est des scènes où l'on voit des singes qui sont encadrés par des humains. Alors la démarche des singes reprend celle adoptée par les acteurs incarnant les singes dans les 3 films précédents, mais cette fois-ci de façon exagérée. Je sais pas si ça t'a frappé. Oui. Voilà, alors probablement pour faire comprendre que les singes sont à un stade d'évolution intermédiaire entre les singes habituels et les singes tels qu'ils sont dans Planète, soit 2000 ans plus tard. Et ils sont plus voûtés, ils balancent leurs bras de gauche à droite lorsqu'ils se déplacent. Ouais, chose qui est reprise d'ailleurs dans les dialogues. Armando le précise, enfin le dit à César d'avoir une démarche plus chaloupée en quelque sorte. Exactement, exactement. Ça va revenir un peu après. Mais c'est vrai qu'il y a aussi il y a un petit passage à la fin de ce générique où on a l'impression que les bords de l'écran ont été floutés. Je sais pas si ça t'a... Oui, ça m'a choqué quand je l'ai revu cet après-midi et j'ai noté ça. Je sais pas si c'était pour créer un effet ou si c'est pour un cache-misère. Je sais pas. Bon, toujours est-il que quand on voit ces scènes, on comprend qu'on est en train d'apprendre aux singes à effectuer des tâches basiques, donc cirer des chaussures, balayer, mettre la table, porter des paquets, mais tout ça dans des espèces de sortes de désordre. Ça bouge dans tous les sens, ça fourmille. Et alors c'est peut-être aussi, ça explique peut-être cet effet de caméra aussi, effectivement, ce que tu dis, c'est tout à fait, ça serait cohérent avec l'effet de caméra de fisheye, quoi. Voilà, c'est ça. On est dans un monde fou, un peu, donc les perspectives ne sont pas droites non plus. D'ailleurs, on est filmé très bas aussi en termes de réalisation. Je pense que c'est un choix certainement fait sciemment. On est filmé très bas, par rapport. On est filmé au niveau des pieds, pour ainsi dire. Ces scènes-là, c'est quasiment en contre-plongée, quoi. Ouais, c'est ça. En plus, c'est la plupart du temps, je pense que c'est des caméras portées plutôt que fixes, je pense, sur tous ces passages-là. Et caméra à l'épaule, Ouais, ça donne un côté immersif et même un côté, oppressant. Oui, bien sûr, parce qu'on voit, et un côté instable aussi, contrairement à des travelling très propres, effectivement, Et puis aussi par rapport, tu l'as souligné auparavant, il y a beaucoup de singes. Et puis aussi les matraques des humains sont très présentes, très visibles. Puis il y a la musique également qui joue, donc tout ça donne vraiment un caractère vraiment musique un peu cacophonique, oui, c'est vrai. Il y a un côté oppressant. Et alors
voilà, comme tu le disais, hein, cette scène, qu'elle soit filmée en contre-plongée, caméra à l'épaule, voilà, il y a des singes qui montent et qui descendent les escaliers, ouais, la caméra, ouais, elle est vraiment au niveau du sol, et ça crée un contraste entre le béton des buildings, la couleur des vêtements des singes, donc les singes, les chimpanzés portent du vert, les orang-outans du jaune et les gorilles du rouge. Gorilles du rouge. Et ça tranche avec le bleu du ciel. Ouais. Et aussi les habits des humains, parce que si tu regardes bien les humains, donc ils sont habillés soit en noir ou alors en beige. Ça fait les uniformes un peu type shérif. Et d'ailleurs on voit même les civils aussi sont habillés en couleur sombre à chaque fois. Ouais. Exactement, ce que j'allais dire dans tout le reste du film. Non, tu fais bien. Dans tout le reste du film, les humains sont quasiment toujours habillés en noir. Ouais. Et moi honnêtement, je trouve que c'est un effet qui est très réussi. Ouais, c'est assez saisissant, c'est vrai. Ouais. Parce que, tu vois, vu la quantité de figurants et le peu de moyens, parce que la plupart des singes portent des masques, hein, et pas des prothèses, et ça se voit quand même un peu. Oui, c'est vrai. Mais, je pense que t'allais venir à ce point-là, justement, au niveau de la production value du film, il y avait, on va parler des décors après, il y avait un nombre d'acteurs limité, un budget limité, on l'avait dit dans l'épisode précédent, mais cependant, la production value est au top, quoi. Ils ont vraiment utilisé le tout enfin, Thompson et son équipe a vraiment utilisé ça au top du potentiel qu'il avait, je trouve, hein, il me semble. Même voilà le fait, même si on se rend compte que certains des figurants portent des masques, on s'en rendait compte aussi, hein, dans Binis, les fameuses scènes où il y a beaucoup de singes. Vous voyez, bon, voilà, ils avaient pas les possibilités d'avoir autant de maquilleurs, mais ça, je vais revenir après sur ce point-là. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, ça reste quand même très acceptable. Mais aussi parce que ils ont été très malins, ils ont été très finaux. On va avoir l'occasion de le développer un peu plus dans cette partie de l'épisode, mais oui, tu parlais des lieux de tournage. Alors dès le premier draft, en fait, Paul Den avait envisagé de tourner à Century City. Alors qu'est-ce que c'est Century City? Alors là, il y a un petit côté retour de bâton, un petit côté karma, en fait. Century City, en fait, c'est un quartier d'affaires bâti sur un ancien backlot, donc d'anciens plateaux de tournage en extérieur qui appartenaient à la Fox. Et Fox qui les a revendus après le naufrage financier de Cléopâtre, donc qu'on a déjà évoqué plusieurs fois dans la première partie de cet épisode et aussi dans des épisodes précédents. Donc en 63, on est 10 ans avant la réalisation de Conquest. Ouais, voilà. Et donc voilà, donc ils avaient revendu ce quartier, donc c'est pour ça qu'il s'appelle Century City, donc en souvenir du fait que c'était d'anciens plateaux de tournage en extérieur de la Fox. Et donc pour le tournage, ils ont négocié en fait de tourner pendant 7 jours, de 7h du matin à 7h du soir, et 7 nuits de 7h du soir à 7h du matin. Alors pour ça, en fait, ils ont dû négocier avec les entreprises qui sont donc dans ce quartier d'affaires. Et alors la production a expliqué que l'on verrait les devantures à l'écran et qu'on pourrait les associer à la campagne marketing pour le film. Donc quand je dis les associer les dites entreprises. Donc en gros, on leur a promis un maximum d'exposition pour un minimum d'inconvénients. Alors personnellement, je sais pas pour toi, mais j'ai pas souvenir d'avoir distingué une seule marque ou un seul nom de business dans le film. Non, du tout. Donc, je pense qu'ils les ont bien enfumés, quoi. Et carrément, effectivement. Et ouais, peut-être parce que je sais pas, peut-être par anticipation, je sais pas si t'as écouté l'épisode de 24 FPS sur Blade Runner, mais il y a la malédiction Blade Runner. Toutes les marques qui sont dans Blade Runner sont des marques qui ont fait faillite peu de temps après. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Bon là, ils pouvaient pas le savoir encore parce qu'on est non, bien sûr, mais non. 10 ans avant Blade Runner, mais c'était juste pour faire un coucou amical aux copains de 24 FPS. Ouais. Bref. Et on vous renvoie vers leur épisode sur Blade Runner qui est vraiment fantastique. Ouais, qui est super, ouais. Donc, mais revenons-en à nos singes. Donc voilà, donc on comprend dans la séquence qui va suivre, donc que les singes doivent être vêtus de manière particulière, donc ces fameux accoutrements dont je parlais, hein, vert, jaune, rouge, donc pas une référence à Bob Marley, hein, mais mais plus oui, parce que donc le vert, c'est déjà la couleur des habits des chimpanzés dans les précédents films. Jaune, bon, les orang-outans sont en orange, bon, jaune, ça marche toujours. Par contre, ils ont pas repris le violet des gorilles, là, ils sont en rouge. Mais je pense qu'ils voulaient des couleurs pétantes, hein. Je pense que ça, c'est voulu. Et puis, c'est voulu, et il y a peut-être aussi, comme on disait, une volonté de pas dépenser beaucoup d'argent. En fait, il se trouve que les costumes des singes sont en fait des costumes de récupération.
D'accord. Et en fait, ce sont des costumes qui viennent d'un film qui s'appelle Voyage to the Bottom of the Sea. Donc c'est un film de 1961 qui a ensuite été décliné en série télé. Et effectivement, donc comme vous l'aurez compris, ça se passe dans des sous-marins, des trucs comme ça. Et en faisant des recherches sur Google Images, on voit des passages. Donc quand ils sont dans leur sous-marin, ils se portent ces espèces de, ça ressemble un peu à des cottes, comme des bleus de travail un peu, mais de couleur rouge, jaune ou vert, ouais. Ou vert, voilà, j'ai eu du mal. Et donc en fait, ça explique, bon voilà, ça tombait bien le vert pour les chimpanzés, le jaune pour les orang-outans, ça ressemble au orange des premiers, puis bon bah rouge pour les gorilles. Et donc du coup, encore une fois, ça a pas dû leur coûter un rond, quoi, ou alors très peu, c'est de la récup. Mais donc toujours est-il que ouais, dans la scène qui va suivre, donc on va voir Armando et César qui arrivent en hélicoptère dans cette ville. D'ailleurs, moi, ça me fait toujours penser au début de Zombie de George Romero. Ah oui, effectivement. Qui sera tourné après. Mais donc ouais, il va y avoir là il y a beaucoup de dialogues qui servent d'exposition et les policiers qui accueillent façon de parler, hein, qui contrôlent plutôt, ouais. Voilà, qui contrôlent, le terme est plus adéquat. Plus adéquat, ouais. Et donc il demande à Armando, vu que César porte un blouson de cuir, et il lui demande est-ce qu'il a le droit d'être vêtu comme ça. Donc c'est là qu'il leur explique que c'est un animal de cirque. Donc là on a finalement on en parlait avant dans la première partie de l'épisode, que initialement ils avaient imaginé qu'on voit un peu l'enfance de César. Bon bah là c'est résumé en une phrase, quoi. Voilà, c'est un animal de cirque, mais en même temps, voilà, je trouve que tous ces ça passe bien, hein. Exactement, ouais. Je sais pas si t'es d'accord, enfin, je pense que t'es d'accord avec moi. Oui, non, mais ça passe super bien. Tous ces dialogues d'exposition, la plupart passent vraiment, vraiment super bien. Parce que ce qui va se passer, en fait, donc, ouais, en quelques phrases, Armando explique à César qui doit cacher le fait qu'il parle, parce que on comprendrait qu'il est le fils de Cornelius et Zira, qui sont venus du futur, hein, donc voilà, là, il réexplique un peu aux quelques spectateurs qui auraient pas capté, ou qui seraient pas au courant, ou pour les deux du fond qui suivent pas, toujours les mêmes, hein. Voilà, ou qui se rappelleraient plus. Donc il réexplique un peu vite fait. Bon alors écoute-moi César, il ne peut y avoir qu'un seul chimpanzé qui parle sur Terre. C'est le fils de deux autres singes qui parlaient, Cornelius et Zira, qui sont arrivés du futur il y a plusieurs années et qui ont été brutalement assassinés par les hommes de peur qu'un jour les singes puissent dominer la race humaine. Oui, mais en dehors de toi, personne ne sait que j'existe. Personne ne doit jamais l'apprendre, parce que les hommes ont toujours eu peur de ça. La moindre preuve de ton existence serait immédiatement considérée comme une menace pour l'humanité. Mais tu... Chut. Eh bien... Et donc Armando explique également de nouveau comment les animaux de compagnie sont morts 8 ans plus tôt, plus ou moins en reprenant les mêmes éléments donnés par Cornelius et Zira dans Escape. Donc ce qu'il ajoute en fait, donc c'est que le virus a été rapporté par un astronaute. Donc ça c'est un reste du premier draft. Tu m'avais dit qu'il traitait les singes comme des animaux domestiques. C'est vrai. Au début, oui. Maintenant, il les traite comme des esclaves. Ces deux races sont éteintes. En moins de 3 mois, il y a 8 ans, il n'y a plus eu un seul chien ni un seul chat au monde. Ils sont tous morts. Ce qui les a tués est une espèce de virus mystérieux, probablement apporté de l'espace par l'un de nos astronautes. Et ce virus n'a pas touché les humains? Non, nous étions immunisés. Et c'est comme ça que nous avons découvert que nous étions simiens. De la même race que toi. Et c'est comme ça que tout a commencé. Les humains ont voulu d'autres animaux domestiques pour remplacer ceux qu'ils avaient perdus. Et ils se sont peu à peu rendus compte que les singes apprenaient très vite ce qu'on leur enseignait, qu'ils pouvaient rendre des services. Et ils employèrent de plus en plus les singes à des travaux de toutes sortes. C'est monstrueux. Alors, d'un côté, ça paraît un peu absurde qu'ils doivent expliquer tout cela à César, qui a 18 ans, mais on comprend également, ou on va comprendre après, qu'Armando l'a tenu à l'écart des villes et de la brutalité tout ce temps-là. Il lui dit d'ailleurs après, hein, moi je trouve que ça passe assez bien tout ça, ça passe bien. Moi, ça franchement, passe bien. Ouais. Oui, puis donc on comprend un peu plus loin dans le film que Armando et César sont en ville pour distribuer des flyers et déposer des affiches pour assurer la promo du cirque d'Armando. Alors encore une fois, ça peut peut-être paraître un peu absurde qu'Armando et César prennent de tels risques, hein, on a l'impression qu'ils se jettent dans la gueule du loup, mais dans la novélisation, c'est expliqué qu'en fait le cirque d'Armando est l'un des derniers à encore sillonner les États-Unis, parce que oui, effectivement, si la plupart des animaux sont morts, beaucoup de cirques tournent avec des animaux, et donc et puis voilà, même si c'est pas forcément très bien expliqué, on devine qu'il y a eu comme il s'est passé quelque chose, il y a comme un espèce de cataclysme. Déjà, on ne parle plus des USA,
USA, on parle d'Amérique du Nord. Ça, c'est peut-être pas innocent du tout. Et donc on comprend bien que le monde a changé. Et alors c'est vrai que c'est un peu plus développé dans la novélisation et moins dans le film. Et mais voilà, ouais, le monde a changé et le monde d'Armando est en train de disparaître en fait. Oui, complètement, ouais. Mais on est aussi dans un chemin parallèle qu'a pris l'histoire après l'histoire d'Escape, quoi, aussi cette fameuse scène où merde, je sais plus comment s'appelle le personnage. Attends, je vais retrouver. Le Dr. Asline. Le Dr. Asline, voilà, comme Dr. Asline explique les différents multiverses en quelque sorte. Voilà, on est là-dessus, on est sur un état policier avec on se doute des grandes corporations, ce genre de truc. Enfin, c'est assez bien branlé quand même ça, toute cette partie-là. Mais voilà, donc en gros, le cirque d'Armando est l'un des derniers à encore sillonner les États-Unis, enfin ou ce qu'il en reste, ou l'Amérique du Nord, mais vous m'avez compris quoi. Et donc là, il s'agit d'une tentative désespérée de sauver son cirque. Donc il va en rester une trace quand même dans les dialogues du film, parce que l'un des humains donc qui contrôle Armando et César à leur arrivée, il dit à Armando, le cirque c'est du passé. Et donc voilà, c'est un peu en palimpseste, un peu on arrive à retrouver des choses aussi bien des scripts d'avant ou de la novélisation. Et donc ensuite on va découvrir la ville avec les yeux de César. Donc, comme je l'ai expliqué dans le résumé, hein, cette société où les singes sont réduits à l'état d'esclaves. Et alors, la découverte de cette ville va reprendre les mêmes codes que la scène d'intro. Donc, caméra portée pour le côté reportage, immersion, plan serré qui donne un sentiment de foule. Et puis bon, bah voilà, aussi pour masquer le fait qu'en fait, il y a pas tant de figurants que ça et que c'est toujours filmé plus ou moins sur la même place ou dans les mêmes rues, mais à chaque fois avec un angle différent. Ce qui donne, on a l'impression qu'ils sont dans un endroit différent, mais en fait, ils sont toujours au même endroit, quoi. Et mais tout ça, encore une fois, au lieu de donner un côté cheap, ça donne un côté hyper oppressant. Et puis on comprend que c'est une société violente. On voit une femelle chimpanzé qui tombe littéralement d'épuisement sur un banc, qui va recevoir un choc électrique, et on devine le conditionnement des singes parce que voilà, elle réagit par la soumission. Enfin, on les voit réagir par se mettre dans un état de soumission à chaque fois qu'on leur dit non ou qu'on leur demande de rentrer à la maison. Parce que c'est ça, il y a un vocabulaire très basique, c'est ça, c'est no et puis do aussi, le do très souvent, donc fait quand ils font une home, c'est ça, home et le prénom. Donc en fait, c'est ça, on se doute que les singes qui sont conditionnés ont je sais pas, peut-être une 10-15 mots à leur disposition, peut-être même pas d'ailleurs, peut-être que c'est seulement les 4-5 mots qu'on vient de dire là. Et moi en fait, ça m'a aussi fait penser, on parlait de Blade Runner, au final, ils sont un peu comme des robots. C'est presque comme des lignes de programmation. Ouais. Et à certains égards, la thématique de Conquest peut rappeler à la fois Terminator ou Blade Runner. On peut rappeler que le roman de Philip K. Dick... Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, oui, c'est ça. Voilà, merci. Et donc il a été publié en 1968. Et même auparavant, Terminator, alors des fois les gens entendent... Enfin, Terminator, et à bien des égards s'inspire de Dune. Le djihad butlerien dans Dune, quand tu lis ce truc-là, ça rappelle étrangement le soulèvement des machines dans Terminator. Et Dune, c'est 64. Donc on est quand même, c'est des idées qui étaient dans l'air du temps, j'ai envie de dire. Moi, c'est à quoi ça me fait penser avec les costumes en plus, les uniformes, pardon. C'est vraiment avec les SS, quoi. C'est vraiment penser aux SS très très fort, quoi. Ah oui, bah, la scène dont tu parles avec la chimpanzé qui est épuisée et qui font relever voilà, là ça fait vraiment penser tu crois dans le ghetto de Varsovie, quoi, certaines scènes du ghetto de Varsovie. Oui, bah clairement, de toute façon ils veulent au moins représenter un état totalitaire, et clairement oui. De toute façon, déjà dans les précédents films, les costumes des gorilles s'inspiraient des costumes SS. Ouais, là, bien sûr. on est clairement là-dedans. Ouais, c'est encore plus les casquettes.
Et puis c'est vrai que tu parlais du ghetto, voilà, rappelons donc les singes n'ont pas le droit de s'habiller autrement que suivant le code couleur. Ils n'ont pas non plus le droit de se rassembler. 4 singes qui sont ensemble sur une place suffisent à faire intervenir au pas de course des policiers, donc ouais, comme tu disais, aux costumes qui rappellent étrangement ceux de la Gestapo. D'ailleurs, il y a un plan hyper iconique où on voit en fait en gros plan des bottes en cuir et en fait César et Armando sont à l'arrière-plan et à un moment ils sont comme coincés entre cette paire de bottes. Et, filmé en contre-plongée, très chouette plan, très beau plan. Et un plan hyper intelligent parce que voilà, en une image, t'as tout de suite compris où est-ce qu'ils mettent les pieds. Bien sûr. Et après, ouais, tu sais, le fait qu'on entende les espèces de haut-parleurs. Oui, voilà, qui disent 4 singes sont rassemblés, que là les gars ils courent pour aller disperser. Ça m'a aussi rappelé quelque part les débuts de la syndicalisation au 19e siècle, lorsque les ouvriers avaient pas le droit de se rassembler. Donc voilà, c'est des trucs, c'est hyper intelligent, je trouve. En très peu de choses, le spectateur a tout de suite compris où est-ce qu'il a mis les pieds. Oui. Mais de toute façon, dans les scènes qu'on a décrites là, il y a quand même une efficacité qui est assez redoutable. On parlait de production value, on parlait effectivement des cadrages tout à l'heure. C'est vraiment hyper efficace la réalisation de Thompson et c'est un modèle du genre vraiment. Bon, puis après il va y avoir ce fameux dialogue donc où Armando et César sont au pied de la statue avec un chien et un chat, et donc là Armando lui explique vraiment ce qui est arrivé aux animaux de compagnie et comment les singes sont devenus ce qu'ils sont désormais. Donc voilà, pour en terminer en gros sur les costumes, c'est donc la première et l'unique fois de la saga dans laquelle les singes ne portent pas leur costume habituel. Mais bon, encore une fois, vu que c'est des costumes de récup, ça va pas coûter trop d'argent. Alors, on va rapidement découvrir le charisme de César, dont je parlais dans le résumé, dans la première partie de cet épisode. Et on va voir que ça fonctionne sur les autres singes. Donc pour la première fois, on va voir Lisa, incarnée par Nathalie Trundy, et elle le remarque tout de suite, et elle-même, elle lui lance quelques discrètes œillades. Il va y avoir également le passage juste après où ils vont voir donc Frank, donc incarné par Burt Cartalian, et d'un seul coup d'œil et d'un grondement, César le remet à sa place, quoi. Alors que bon, il est quand même impressionnant, Burt Cartalian dans son uniforme là. Bon, il est rouge, mais on dirait un peu un gros. Le gorille, oui. Ouais. Et alors en plus, ce qui est rigolo, c'est que donc dans cette séquence, donc oui, Burt Cartalian joue, comme j'ai dit, le rôle d'un gorille, donc est serveur à la terrasse d'un restaurant chic, et il allume la cigarette d'une des clientes qui se plaint de ne plus éprouver de plaisir à fumer depuis que les cigarettes ne sont plus toxiques. Oui, c'est très drôle. C'est très drôle. Mais c'est marrant, mais en même temps, je trouve que en une seule phrase, tu crées un background. Encore une fois, tu comprends pas tout, mais tu comprends que le monde a changé. C'est bizarre. Maintenant que le tabac n'est plus mortel, je n'ai plus envie de fumer. Et en plus, moi je trouve que c'est un clin d'œil marrant, parce que rappelons que Burt Cartalian, donc qui incarnait Julius dans Planète, et c'était un singe qui fumait des cigares. Ce qui était bon là pour le coup c'est lui qui avait introduit cette idée, et c'était un hommage à Frank Schaffner, le réalisateur de Planète, qui est un gros fumeur de cigares, enfin qui était un gros fumeur de cigares, mais ça je crois qu'on l'avait déjà dit. Et voilà, et dernier truc marrant à propos de cette scène de restaurant, au restaurant on donne des pourboires aux serveurs qui sont donc des singes sous la forme de raisins, et donc on avait dit dans Escape qu'en règle générale le raisin c'est le fruit préféré des singes. Attention, la manifestation ouvrière de la place Sud devra se terminer dans 5 minutes. Je répète, la manifestation ouvrière de la place Sud devra se terminer dans 5 minutes. Toute infraction à cet ordre sera sanctionnée d'1 an de suspension du permis de travail collectif.